sera une présentation un peu introductive par rapport à la table ronde, puisque comme voilà, c'est pas une surprise, mais nous sommes vraiment à l'interface science-gestion. Nous avons effectivement des ambitions concernant les échelles d'analyse pour pouvoir avoir effectivement des informations à l'échelle de l'estuaire, de la vallée, dans sa totalité. Et un peu ce qu'on est en train de faire avec un nouveau projet qu'on a lancé récemment, le projet Promesse, qui essaie de effectivement avoir une approche intégrée et spatialisée, bien sûr, pour essayer d'avoir une stratégie globale, cohérente à l'échelle de l'estuaire. Ce projet vient un peu de la suite logique de projet Repère. C'était les projets sur lesquels on a travaillé les dernières années. On a côtoyé l'Adréal dans ces projets. L'idée, c'était effectivement d'avoir un référentiel partagé des priorités de restauration à l'échelle de la vallée estuarienne. On a réussi effectivement avec en essayant d'alimenter ce diagnostic un peu territorial avec toutes les informations que nous avons pu obtenir au cours des différents programmes Sénaval et autres parmi toutes les informations. Donc on a abouti à une première liste d'orientations prioritaires pour la restauration de l'estuaire. Des orientations que par contre n'avaient pas vocation à être spatialisées dans la première forme effectivement de ce projet, mais qui néanmoins ont servi pour commencer à avancer des réflexions sur des échelles plus locales, et notamment avec la partie des sites ateliers du projet Repère dans lesquels on s'était imposé d'accompagner les acteurs lors de leur démarche de restauration. Quoi qu'il en soit, la première partie de Repère avait abouti à ces orientations prioritaires qu'on n'avait pas encore spatialisées, puisque parmi les objectifs effectivement de ce projet, il y a le besoin de fixer des objectifs globaux et donc de se rendre compte un peu de quelle est la marge de manœuvre pour pouvoir effectivement restaurer l'estuaire de façon efficace. En effet, différentes instances et tous, je pense, on est d'accord sur le fait qu'il y a besoin d'une stratégie globale de gestion pour la restauration de la fonctionnalité estuarienne. Ça vient de différentes instances, comme je le disais. On a entendu beaucoup parler de ces stratégies globales, mais la mettre en place, c'est un défi. C'est un défi puisque quand on a travaillé un peu sur le retour d'expérience sur la restauration écologique de l'estuaire, on s'est rendu compte que mener des projets de restauration, d'autant plus si d'ampleur, c'est compliqué. C'est compliqué puisqu'on doit faire face à plusieurs contraintes, contraintes d'ordre technique, contraintes d'ordre économique, contraintes d'ordre sociétal et social, économique, effectivement, parfois patrimonialité. Ce qui nous empêchait effectivement d'avoir une vision globale et de nous accorder sur les objectifs un peu spatialisés et quantifiés surtout, qui nous permettaient de suivre après l'évolution de l'avancement de notre stratégie de restauration. Axel Romagne avait déjà pointé le doigt sur la tyrannie des petits projets de restauration il y a désormais 20 ans. Et on a vu qu'effectivement, avec un regard de rétrospective sur ce qui s'était passé lors de ces 20 ans, on avait tiré quelques conclusions. Notamment que la restauration en histoire de Seine se concrétise principalement en réponse à des aménagements, donc en réponse à des perturbations. On avait vu qu'effectivement, la majeure partie des mesures de restauration effectuées dans l'estuaire étaient liées à la séquence ERC, RCE. Et donc effectivement, ce qui ne nous donnait pas un gain net en termes de reconquête de milieux naturels. On avait un impact, on essayait de le compenser tout en sachant qu'après, effectivement, il y a une perte nette d'efficacité quand on restaure quelque chose. Et ça, effectivement, c'est une question qui se pose aussi aujourd'hui, puisque, effectivement, quand nous allons regarder les stratégies territoriales, la consommation foncière, ici, vous avez effectivement le mode d'occupation de sol croisé avec les classes à urbaniser qu'on peut retrouver dans les documents de planification territoriale, on voit qu'il y a encore une prévision à court terme de la consommation d'habitat par l'artificialisation prévue ici dans le cas spécifique dans les PLU et dans les PLUI. Notamment, par exemple, nous avons encore 1143 hectares de prairies qui seront aménagés et qui poseront la question de la recherche de foncier pour mettre en place des mesures de compensation, mais au-delà de ce qu'effectivement déjà on risque de perdre. Juste pour la petite chiffre, c'est le 5% de surface de prairie actuelle selon le mode d'occupation de sol défini par OZO 2019.
Historiquement, on avait déjà vu comment les territoires avaient changé. Ici, vous avez un petit regard entre 1973 et 2009. On se trouvait déjà dans une condition dans laquelle on avait perdu 6000 hectares de prairies, 1500 hectares de vasières. Et effectivement, comme ça ne surprendra personne, mais effectivement, on avait augmenté les milieux urbains industriels aussi bien qu'effectivement les terres arables et cultivables. Effectivement, il y a un besoin foncier très marqué et effectivement, la dynamique n'a pas encore vraiment changé dans les documents stratégiques. Il y a effectivement la question des coûts aussi associés à la restauration. Et effectivement, on sait très bien que plus les milieux sont dégradés, plus nécessitent un effort en termes de génie écologique important, et plus, effectivement, les coûts montent. Au bout d'un moment, les coûts montent jusqu'au point que parfois peuvent être limitants par la réalisation même des projets de restauration. Et c'est dans certains cas, effectivement, notamment dans une présence de sols fortement pollués, les coûts d'assainissement peuvent représenter une limite. Et autre point, on a vu que jusqu'à présent, donc à partir des années 2000, mais avant on n'avait pas forcément beaucoup de projets de restauration, mais jusqu'à présent, effectivement, les mesures de restauration concernent des petites surfaces et donc ne sont pas forcément une mesure de pallier au dysfonctionnement, ou néanmoins à l'ampleur du dysfonctionnement aux pertes en termes surfaciques que je viens de vous montrer. Donc ceci pose plusieurs questions. Quand on réfléchit à stratégie globale, il faut déjà se demander est-ce que c'est possible de mettre un acte en stratégie globale, de la mettre en place? Quelles sont les surfaces disponibles pour la restauration? Comment hiérarchiser ces contraintes et comment identifier effectivement les opportunités de restauration? Et ça, c'est les questions qui nous ont menés effectivement à nous lancer dans ces projets promesses qui effectivement essayent un peu de trouver des moyens d'arbitrer effectivement le compromis idéal entre les gains écologiques et les contraintes. Effectivement, quand on parle d'opportunités, l'idée c'est de pouvoir maximiser les gains écologiques et bien sûr, je sous-entends là les services écosystémiques annexes sous plusieurs points de vue, mais peut-être que la diminution de l'inondation, ça ne sera un qui sera un levier important pour la suite, et de minimiser les contraintes. Avec un petit bonus, il faudrait essayer, dans un monde idéal, de transformer les contraintes en opportunités et notamment d'essayer, par exemple, d'intégrer les changements climatiques, la surconsommation et la régulation, par exemple, des zones d'expansion des eaux, d'essayer de les transformer en opportunités pour propulser à la fois, effectivement, la protection des biens et des personnes au fonctionnement écologique, comme ça peut être le cas, effectivement, pour ces petits exemples que je vous ai présentés. Ce travail nécessite effectivement de mettre en place des outils cartographiques dédiés qui nous permettent effectivement de voir un bon point de vue d'observation par rapport aux dynamiques, mais doivent être surtout intégrés. On a vu qu'effectivement on essaie de travailler de plus en plus sur des échelles larges, à l'échelle de la vallée. C'est un peu le shift aussi dans nos projets qui passe du processus à des typologies d'habitat et de services qui sont associés en termes soit de processus, effectivement, par exemple, biogéochimiques ou de capacité d'accueil. Et donc, par contre, faire ça nécessite d'implémenter de façon effectivement intégrée différents aspects, notamment, bien sûr, les caractéristiques physiques et chimiques, c'est qu'en réalité, représente le biotope, l'ossature, effectivement, le physiotope, l'ossature de nos habitats. Les caractéristiques biécologique, comme par exemple ce projet comme ce qui vient de nous être présenté par Clémence et Sébastien, représente bien cette démarche. Donc effectivement, arriver à associer à des milieux des services écosystémiques qu'on puisse mesurer, qu'on puisse quantifier, qui puissent nous servir aussi pour nous projeter et pour essayer d'avoir des objectifs plus long terme. Et après, tout ce qui représente l'organisation du territoire et son fonctionnement socio-économique dans lequel on peut mettre effectivement tout un panel d'informations qui, malgré tout, sont structurantes, puisqu'effectivement, l'écologie par elle-même peut parler à un certain nombre d'entre nous, mais dans la réalité de fait, il faut s'affronter aussi avec la planification territoriale. Et donc, on a essayé d'implémenter toutes ces informations dans notre système qui doit nous permettre, en fin, de faire des analyses multicritères
qui doivent être un support, une aide à la décision et qui donc de nous permettre après de calibrer, de choisir quels sont les scénarios et quels sont effectivement les meilleurs choix à faire. Donc, l'idée, c'est d'identifier des critères à la base, des critères qui peuvent être basés sur par exemple, sur des aspects morphologiques, donc sur la base, effectivement, des différents objectifs écologiques qu'on veut se fixer, et de la faisabilité, comme je le disais, donc essayer d'arriver à une classification des contraintes qui nous permet après de crémer au fur et à mesure les sites qui sont trop compliqués ou pas intéressants d'un point de vue restauration, afin d'identifier à la fin des zones à fort potentiel de restauration. Au-delà des aspects géomatiques, est-ce qu'on fait ce travail à l'échelle de parcelles maillées, hexagonales, rectangulales, et quelle résolution on donne? L'idée, c'est d'arriver à avoir des scénarios dans lesquels, effectivement, on essaye de trouver ces compromis entre les gains écologiques et la faisabilité. Quand je dis gains écologiques, je pense par exemple à plus la dégradation est forte, plus effectivement on a un gain écologique potentiel si on reconquérit ce milieu. Et en termes de faisabilité, c'est un peu la même chose. L'idée, comme je vous ai dit avant, c'est de trouver les opportunités en essayant de trouver un peu cet équilibre qu'après on peut concrétiser sous forme d'analyse des trade-offs dans lequel on pondère, on hiérarchise les différents besoins pour essayer, par exemple, d'arriver à trouver des stratégies communes. Par exemple, on peut décider, on veut minimiser les impacts sur l'économie du territoire, et donc, effectivement, on a un panel de choix dans lequel, effectivement, on peut avoir différents cas de figure avec des projets qui présentent un gain écologique très fort, mais une faisabilité moindre, voire très faible, qui peut-être sont très compliqués à mener, ou des projets qui, au contraire, présentent un gain écologique plus faible, notamment si on essaye d'améliorer la fonction de milieux qui sont déjà sous un état naturel, mais qui ont une forte faisabilité. Et donc, je vous présente ici un des premiers tests qu'on a fait avec Eric, mon collègue qui travaille avec moi sur ce sujet, dans lequel on a commencé à faire des tests pour effectivement voir si cette démarche pouvait aboutir à quelque chose. C'est une démarche qui effectivement un travail qui est en cours et qui a vocation à être une démarche itérative. Donc l'idée, c'est de mettre un outil en place qui puisse être interrogé et qui puisse être effectivement remobilisé, mais aussi enrichi avec les nouvelles informations au fur et à mesure du temps. Ici, nous avons fait le choix, par exemple, de répondre à une des orientations repères. Quelles sont les surfaces disponibles pour la récréation de mosaïques latérales et la reconnexion de prés humides? Donc, déjà, on s'est concentré sur le milieu de la plaine alluviale. On a recherché afin d'avoir un scénario, ce qu'on appelait le scénario abordable, donc avec un gain écologique qu'on peut considérer comme moindre, puisqu'on va chercher des milieux qui sont déjà naturels, mais en faisabilité forte. On a cherché des zones qui sont déjà naturelles ou qui sont déjà dans les documents de planification affichés comme tels, donc soit sont déjà naturels, soit seront effectivement à reconvertir les naturels dans un futur très proche. Après, on a essayé d'éliminer tout ce qui pouvait entrer effectivement en conflit avec l'aménagement environnemental, notamment toutes les zones qui sont bâties, les zones qui présentent des infrastructures, les zones agricoles. Et après, on est allé, pour faire les choses encore plus simples, essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait seulement dans le domaine public, pour éviter effectivement d'avoir aussi les problématiques liées à la nature foncière des parcelles. Et donc, on a commencé à faire cet exercice. Donc, on part avec, effectivement, on écrème déjà à l'échelle de la vallée tous les milieux qui ne font pas partie de la plaine alluviale. On va chercher pour la suite toutes les zones naturelles. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qui relève effectivement des documents de planification. On va enlever dans ces zones tout ce qui n'est pas naturel et qui, effectivement, on a enlevé tout ce qui est bâti, infrastructure, surface agricole. Et on arrive enfin à une surface approximative de 5000 hectares dans lesquels, effectivement, on a seulement les parcelles qui sont sous domaine public. Ce qui devrait représenter quand même une certaine facilité de réalisation, puisqu'il y aurait des concertations moindres à faire. Je ne dis pas qu'il n'y en aurait pas, bien sûr. On arrive comme ça à quand on croise ça avec le mode d'occupation de sol, on a effectivement différents milieux naturels avec des surfaces qui sont relativement importantes quand même à l'échelle de l'estuaire. Par contre, on peut aller plus loin et on pourrait par exemple commencer à identifier aussi quels sont les secteurs dans lesquels effectivement
on a de la pollution. On a mentionné la pollution comme étant peut-être un problème à l'échelle du site pour ce qui concerne la faisabilité de la mesure. Et donc, on pourrait ultérieurement écrémer après ces surfaces. Et après, on a le petit bonus, comme je vous ai dit avant, bonus en perspective, changement climatique. Et par exemple, ici, on a fait l'exercice d'utiliser le T5. Jean-Philippe, il a bien détaillé avant qu'est-ce que ça veut dire derrière. Mais effectivement, voir comment, par exemple, le changement climatique pourrait impacter ces surfaces. Et donc, on a vu que, par exemple, dans les zones potentiellement inondables par débordement, nous avons déjà 6000 hectares de prairies naturelles, 2000 hectares de zones agricoles. D'ailleurs, petit point, dans les documents de planification, on a des zones urbanisées qui tombent dans les zones inondables. T5 statistique, ce qui, comme on a vu avant, ne nous dit pas grand-chose, pourrait devenir le T1 dans un futur très proche. Ce qui pose effectivement des questions et qui peut-être déjà représente en fine des opportunités, puisque quand je vois effectivement tous ces sites-là sur emprise inondation, déjà ça peut faire réfléchir sur comment se projeter pour effectivement reconquérir une partie de ces informations-là. Mais on peut effectivement y mettre plein de choses. Par exemple, on parlera ici dans la foulée de berges, effectivement, un autre facteur extrêmement structurant, au vu des dysfonctionnements qui sont engendrés effectivement par la déconnexion lit mineur, lit majeur, sont les berges. On peut effectivement voir pour la suite avec, par exemple, des projets comme Atlantis, quel est le positionnement et la surface des zones d'expansion des eaux, et donc effectivement avoir aussi d'autres billes qui nous aiguisent sur comment choisir nos sites et comment les prioriser. L'intensité des fonctions, par exemple, dans différents types de milieux, cette approche, effectivement, à l'échelle de la vallée, bien que puisse sceller des incertitudes derrière, comme Sébastien Clémence nous a montré, mais peut effectivement nous apporter des billes à large échelle. Et après, effectivement, avoir aussi une approche perspective avec les évolutions des habitats de lit mineur et éventuellement de lit majeur. Donc, nous essayons effectivement de mettre... de rendre honneur à toute l'information scientifique que nous avons en essayant de l'intégrer quelque part dans nos outils décisionnels, de la décision. Reste le fait que la restauration est une opportunité de développement territorial, mais quand même doit être amorcée politiquement. Effectivement, c'est nécessaire, ça. Et ces politiques ont besoin de s'appuyer sur des outils intégrés qui puissent prendre en compte effectivement le plus large panel possible. Je ne sais pas si on arrivera à l'exhaustivité, mais le plus large panel possible d'aspects qui caractérisent la structure du territoire et qui ne sont pas forcément strictement de nature écologique. Donc l'idée c'est de mettre en place cet outil qui se nourrira au fur et à mesure. Donc l'idée c'est de le mettre en place sur le long terme et d'avoir un outil qui soit itératif et évolutif, donc fournir des supports cartographiques qui puissent servir comme support de concertation et qu'il faut bien sûr faire évoluer sur la base des attentes des acteurs. C'est-à-dire que ces cartes-là ne font pas loi, il faut les discuter avec les acteurs, il faut les changer, il faut les modifier sur la base des attentes. Et après, il y a une autre chose, effectivement, puisque la robustesse des informations que l'on a issues de cette carte dépend fortement de la résolution des données d'entrée. Et donc, effectivement, il faut continuer à s'efforcer d'avoir des données de qualité à pouvoir intégrer dans ce type de système. Je vous remercie. Et donc, vu ce que j'ai dit et vu effectivement l'intérêt que nous portons pour effectivement les berges, et notamment cette connexion entre lit mineur et lit majeur, on a lancé effectivement un projet, c'est le schéma environnemental des berges, dont Manuel maintenant nous parlera, et qui effectivement nous renseigne un peu sur l'état des berges, une histoire de Seine. Merci Manuel. Je vais vous parler un petit peu d'un groupe d'études qu'on a mené sur la vallée de la Seine concernant des diagnostics de l'état environnemental des berges et les propositions de restauration qui peuvent être faites à partir de ces études. Alors, le début de nos aventures, on a commencé en Île-de-France sur le linéaire navigable en Île-de-France, de la Seine, de la Marne et de l'Oise,
avec beaucoup d'enjeux liés à l'artificialisation des berges, notamment autour de Paris. Donc on a construit en fait une méthodologie adaptée à ces enjeux-là, et surtout adaptée au fait qu'on devait couvrir un très grand linéaire et de façon homogène et avec une méthode réplicable. Donc ça, on avait fait ça en 2012, après 3 ans de travaux. Donc ce diagnostic et les propositions de restauration des berges de ce linéaire ont servi au schéma régional de cohérence écologique en Île-de-France. Et puis on a eu une deuxième séquence de travaux en partenariat avec le GIP Sénaval et avec le consortium scientifique du programme Consacre, qui nous a menés en dehors de l'Île-de-France et qui a commencé à nous rapprocher de l'estuaire, mais on était encore en amont de pause. Ce qui nous a permis déjà d'adapter certaines choses dans notre méthodologie à des contextes plus naturels, avec des îles, avec beaucoup d'embâcles et avec des continuités écologiques plus, on va dire, plus fournies, quoi. Là maintenant, actuellement, on relève un nouveau défi, c'est celui d'adapter ces méthodologies à l'estuaire de la Seine, avec un double intérêt, c'est qu'on capitalise sur une expérience précédente et donc avec des méthodes qui permettent d'avoir une information comparable sur tout le linéaire qui sera étudié. Mais avec l'aide du GIP Sénaval pour faire évoluer la méthodologie et l'adapter à l'estuaire, et notamment donc prendre en compte la zone intertidale et tous les enjeux qui sont liés à la connaissance de cette zone. Donc là, en fait, ce qu'il y a dans les images d'illustration, c'est simplement pour vous raconter un petit peu les étapes principales d'une étude qui aboutit à la réalisation d'un schéma environnemental des berges. Tout commence en fait par une prise de vue systématique à haute fréquence. Donc on a des appareils qui sont dédiés à ça, qui sont développés par la société Immergis, ça s'appelle des image box dans ce que vous voyez à l'image, qui sont bien pratiques, mais qui ont leurs limites, c'est-à-dire que ça a été développé, ces outils, pour des rivières où on peut s'approcher très facilement de la berge. Donc on a adopté notre stratégie de prise de vue avec un réflexe pour pouvoir zoomer mieux, et puis en le réglant après des essais qu'on a menés avec le GIP Sénaval, pour avoir une cadence satisfaisante qui permet d'avoir une prise de vue systématique latérale de la berge qui va être utilisée après en photo-interprétation, en couplage avec des orthophotos, et qui permettent de détailler très précisément la structure de la berge, les aménagements, les pentes, les usages, etc. Donc ce travail de photo-interprétation, en fait, c'est le gros du travail, c'est celui qui prend le plus de temps, c'est celui qu'il faut arriver à calibrer le mieux possible pour pouvoir disposer d'une base de données complète qui va renseigner donc, tous les éléments et bien d'autres, mais tous les éléments que vous voyez en photo, donc tronçon par tronçon homogène, et puis les points intéressants pour la végétation, les points d'érosion, les points d'usage qui apportent des contraintes. Et après, en fait, on va avoir un travail qui va consister à utiliser cette photo-interprétation brute pour créer des indicateurs synthétiques. Et voilà, et donc ça, c'est quelque chose qu'on code de façon systématique pour avoir un rendu homogène qui permet de produire les cartes qui constituent en fait le schéma environnemental des berges dans son ensemble. Voilà, donc toutes ces cartes-là, en fait, elles sont disponibles pour les phases précédentes sur le site du GIP Sénaval et sur le site de l'Institut Paris Région. Et évidemment, ce qu'on va produire avec le GIP sur l'estuaire sera également disponible sur les mêmes sites. Merci Manuel. Donc on comprend bien, donc c'est la nécessité de faire cette première phase un peu de diagnostic, de poser un petit peu tout l'existant et la variabilité aussi de tous ces aménagements de berges. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme type d'aménagement qui pourrait augmenter ce potentiel écologique de ces milieux rivulaires. Et donc Fabrice, on va te passer la parole pour présenter le projet sur le site de Port-Jérôme.
et qui concerne aussi les prairies humides. Oui, alors, on va revenir à une échelle en fait plus locale. L'idée, c'est aussi un peu d'accompagner en fait localement les projets de restauration. Donc là, on est un petit peu dans les retours d'expérience 3 de Rex. Donc on va être sur des surfaces plus petites. On revient à l'échelle en fait de la parcelle, mais on va voir que ça peut ouvrir des possibilités. Donc là, on a été sollicité notamment en 2022 au niveau du laboratoire en fait Égodive par un consortium qui existait déjà, qui était lié en fait à la compensation, enfin au contexte de compensation de Port-Jérôme 2. Avec comme partenaire notamment donc Co-Sénaglo, la Chambre d'agriculture, l'Adréal, ainsi aussi qui est un autre organisme qui avait été mis dans la boucle, qui est le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, qui a fait l'objet qui a participé à des réunions en fait au départ notamment. Et l'idée qui est ressortie en fait de leur réflexion, c'était de regarder comment en fait la restauration écologique pouvait s'inscrire dans un contexte en fait de restauration et comment éventuellement nous en tant que scientifiques on pouvait l'accompagner. Donc on leur a proposé de monter en fait un dispositif expérimental in situ que vous voyez là, qui est tout simple. Alors le site se situe pour ceux qui ne connaîtraient pas, entre Port-Jérôme, en fait à l'ouest de Port-Jérôme, donc de Port-Jérôme 1, et puis entre le pont de Tancarville. Donc c'est vraiment la zone dite de Port-Jérôme 2. Et là, en fait, on a sélectionné des parcelles. Alors, l'idée de départ, il y avait une contrainte qui nous a été posée, c'est que Co-Sénaglo, qui était propriétaire des terrains, souhaitait en fait maintenir une activité agricole. Alors, il y a un verrou que tout le monde, je pense, connaît. Quand vous dites à un agriculteur qui a une culture tous les ans, vous allez remettre en prairie. Il y a un blocage, on va être clair. Donc, ce qui se comprend aussi. Donc, du coup, on a été un petit peu plus loin que ça. On a discuté avec les agriculteurs de Co-Sénaglo, on a fait des visites terrain, tout ça. Et on a essayé de trouver un compromis, c'est mon côté suisse, ça. On a essayé de trouver un compromis en disant, parce qu'il y a déjà des essais de remise en prairie qui ont eu lieu, on pourra en rediscuter. On va vous proposer de remettre en prairie permanente, mais pour avoir notamment une vision peut-être économique que nous, on n'a pas vis-à-vis du monde agricole, on va essayer aussi de remettre des prairies temporaires où vous pouvez en gros maintenir en fait un système de culture. Donc les prairies permanentes, on a pris la définition européenne, c'est-à-dire c'est plus de 5 ans en prairie, ça devient une prairie permanente. Et puis les prairies temporaires, là on est parti plutôt sur une rotation de 4 ans en fait de prairies temporaires et 2 ans en fait de culture. L'idée qui est derrière ça est de savoir si les terrains qui vont être remis en prairie sont à l'heure actuelle plutôt des monocultures en fait de maïs intensives, qui vous sont indiqués sur le schéma qui est derrière moi là, plutôt en blanc, les 3 carrés blancs. Donc soit on remet en prairie, il y aura 3 parcelles remises en prairie permanente à partir de l'année prochaine, et puis 3 en prairie temporaire, et on va comparer à des systèmes actuels en fait qui sont donc existent. Donc on aura un témoin qui sera aussi constitué de 3 parcelles en maïs, des témoins en prairie de fauche et des témoins en prairie pâturée. Donc l'idée qui est derrière, c'est plutôt de suivre en termes de biodiversité les aspects en fait de communauté végétale. Au niveau des fonctions, d'estimer en fait les stocks et de faire un suivi en fait dynamique des stocks ou du restockage, et puis de regarder la détrification potentielle. Sachant qu'à l'heure actuelle, au niveau bioindicateur, il y a une discussion qui est menée entre Co-Sénaglo, l'Adréal et d'autres partenaires pour éventuellement aller vers d'autres indicateurs, oiseaux, amphibiens, etc. Alors, le gros avantage que moi, scientifique, en fait, je vois, c'est qu'on part en fait de systèmes en maïs, et que, par exemple, la fonction de stockage de carbone, c'est des plantes en fait en C4, donc n'ont pas la même photosynthèse que les plantes en C3. Donc là, le gros avantage qu'on peut avoir à faire ça, c'est en fait de pouvoir suivre la dynamique de reconstitution, puisque les plantes en C4 vont marquer la matière organique qui est dans le sol. Si là on arrête le maïs qui s'intègre au sol par les cultures ou les racines qui restent en fait sur place, on pourra voir progressivement comment les plantes en C3 liées en fait à la prairie vont remplacer en fait les plantes en C4, ce qui permettrait de là de quantifier en fait une durée. Au bout d'un moment, on pourra dire à titre d'exemple, voilà, il y a 30% de votre maïs au bout de tant de temps qui a été remplacé en fait par la prairie, et d'arriver peut-être à on l'espère. Mais bon, là, ça va être l'idée, c'est de pouvoir arriver à dire que le maïs est totalement en fait remplacé, de dire là, ça y est, on a vraiment une prairie. Est-ce que les critères écologiques qui vont avec nous indiquent que c'est une prairie permanente telle qu'on la souhaiterait. Voilà. Donc il y a une. Alors je sais pas si vous avez remis l'autre diapo, peut-être, non.
Voilà, il y a un suivi qui a été fait parce que moi, en tant que scientifique, j'avais un peu peur que, vous savez comment ça se passe, on n'est pas sûr en fait des parcelles. Donc on a fait quand même une validation cette année par un stage de master qui a été financé par le GIP pour regarder au moins, bon là j'ai été un peu perso, au moins si au niveau des stocks ça fonctionnait, c'est-à-dire au moins qu'on était sûr que depuis la remise en maïs, on avait déjà des cultures de maïs qui étaient en théorie plus basses en termes de stock. Donc là, vous avez un graphique en fait sur le graphique en fait qui est ici là, qui est en fait plutôt sur le 0,60 et le graphique qui est ici en fait qui est plutôt sur le 0,30 cm avec un rappel dans le petit encart là des résultats que l'ADEME a obtenus au niveau en fait national, et on voit effectivement, ce qui est rassurant, que dans le maïs on a en fait des différences de stock, hein. On est à peu près sur 60 cm à 150 tonnes hectares. Dans les prairies, on est à peu près à 180 tonnes hectares. Et puis quand vous descendez, on maintient cette tendance-là sur le 0,30, où on est à peu près à 90 tonnes hectares dans le 0,30, donc la partie labourée historiquement au niveau des maïs. Et puis dans les prairies, on est aux alentours de 120 tonnes. Et quand on regarde en fait les chiffres de l'ADEME, donc le carré qui est entouré, effectivement, on est à 125 tonnes hectares en fait dans les prairies. Donc ça veut dire que le dispositif en fait pourrait bien partir là-dessus, on est rassuré. Et la perspective, c'est un projet qui est en cours de montage en fait avec le GIPSA à l'heure actuelle. On est en discussion pour éventuellement compléter cette approche à l'échelle parcelle pour justement augmenter en fait l'échelle de prospection à l'échelle de l'estuaire et d'essayer de prospecter pour mettre, plutôt dans les prairies permanentes, plutôt de prospecter un réseau de parcelles sur un gradient à la fois d'anthropisation et un gradient d'inondation, pour avoir, si vous voulez, une sorte d'index, puisque les problèmes en termes de restauration, souvent c'est le problème du suivi aussi, hein, qui se fait sur du court terme. Là c'est 3 ans, au bout de 3 ans, je ne pense pas qu'on aura restocké en fait beaucoup de carbone. Et si on a des valeurs importantes, ce sera surtout en fait en surface. Donc ça serait pouvoir disposer pour les gens qui sont maîtres d'œuvre sur des projets de restauration au cours des premières années et qui souhaitent restaurer en fait des prairies inondables, d'avoir au moins en fait les valeurs de biodiversité et de stock de carbone et de dénitrification. Voilà, c'est un peu l'idée. Merci Fabrice. Tu as parlé de gradient. Quelle belle transition pour effectivement la présentation du projet RIL pour Nils. On a parlé beaucoup de gradients, de comment les gradients structurent effectivement le fonctionnement des milieux de l'estuaire. Un estuaire qui effectivement se structure autour de gradients longitudinaux, transversaux. Et dans le projet que Nils va nous présenter, effectivement, on s'attaque à la connexion entre Li mineur et effectivement les parties de l'imageur, désolé, et notamment à travers l'anguille. Tu en parles ? Ouais, j'enchaîne, merci Manu. Oui, donc le projet RIL, donc on va rester aussi sur les milieux latéraux, mais là plus sur le volet poisson, hein, avec le prisme de l'anguille, du coup une espèce migratrice, donc il y a un cycle de vie assez singulier. Et à l'arrivée dans les milieux continentaux, en fait, elle va avoir aussi une très forte plasticité, ce qui fait qu'on va pouvoir la retrouver à la fois dans le lit majeur, mais aussi dans le lit mineur au niveau des habitats latéraux, et ce sur l'ensemble du gradient estuarien. Donc c'est un modèle assez intéressant pour voir un petit peu les fonctionnalités d'utilisation des habitats latéraux par les poissons. Le projet RIL en fait fait suite à une première étape qui a été réalisée l'année dernière, qui était en fait une étape de synthèse bibliographique, en fait un état de l'art des états des connaissances en fait qu'on pourrait avoir sur l'anguille, sur le bassin de la Seine, et qui a mis en évidence en fait qu'on avait relativement bonne connaissance de la répartition sur le lit majeur, sur les principaux affluents, mais finalement sur les habitats latéraux, on a assez peu de données, et assez peu de données aussi sur l'écologie en général de l'anguille, dans ces milieux estuariens en général, et aussi sur le bassin de Seine plus particulièrement. Alors le projet qui est proposé dans le cadre du programme RIL, donc, qui vise à renforcer les connaissances sur l'anguille européenne au service de la restauration des habitats de l'estuaire de Seine, il a pour vocation logiquement à être initié au cours de l'année prochaine.
et se décompose en 2 volets. Un premier volet qui a pour but d'avoir une vision assez large en fait, à l'échelle du bassin de l'estuaire de Seine. Globalement, l'idée c'est de comprendre un petit peu mieux comment l'anguille se répartit sur les habitats latéraux, comment elle utilise ces habitats latéraux pour sa croissance, et essayer d'évaluer un petit peu la qualité des différents types d'habitats qu'on va pouvoir retrouver sur ce bassin. Donc ça, c'est une vision relativement large échelle pour ce qui est du premier volet, et le second, que je ne présenterai pas ici, hein, que je détaillerai pas, et un second volet qui a pour but d'apporter une vision à une échelle spatio-temporelle beaucoup plus fine, parce que là, l'idée, c'est de se focaliser sur des sites ateliers qui ont des intérêts écologiques majeurs, hein. Donc là, je vous ai présenté un site qui sera vraisemblablement étudié, qui est la réserve naturelle de l'estuaire de Seine. Mais il y a d'autres sites aussi qui sont en cours de réflexion, notamment le Marais Vernier. Mais le site de la réserve, en fait, on en a déjà entendu parler beaucoup hier, aujourd'hui. Donc, il présente des intérêts forts d'un point de vue des enjeux écologiques, parce que, notamment au niveau des fonctionnalités pour les poissons. Et il a des structures avec des côtés endigués, non endigués, donc avec une gestion hydraulique assez particulière et gérée par l'homme pour différents enjeux. Et ça peut également avoir une influence aussi sur la répartition des poissons et l'utilisation des habitats latéraux. Donc pour acquérir de la donnée, l'idée, ça va être d'avoir une approche en télémétrie acoustique des anguilles, ce qui permet d'avoir des données fine échelle. L'idée, c'est tout simplement de capturer les anguilles, de mettre un émetteur dans l'anguille qui va ensuite émettre un signal acoustique qui peut ensuite être détecté par des hydrophones. Donc des hydrophones qui sont des récepteurs en fait, qu'on va placer à différents endroits de la réserve naturelle, là, donc à différents nœuds hydrographiques, de manière à pouvoir compartimenter un petit peu les différents secteurs hydrographiques de la réserve, et identifier, caractériser en fait les mouvements de l'anguille et l'utilisation de la réserve par les anguilles. Donc on aura de l'information sur la mobilité des anguilles et quelles zones spatiales elles vont utiliser. L'idée derrière, ça va être tout simplement de pouvoir déjà avoir une approche descriptive pour pouvoir décrire dans quelle mesure, quelle est la dynamique de mobilité et d'utilisation des habitats à différentes échelles temporelles, hein, que ce soit à l'échelle saisonnière, mais aussi à des échelles plus fines, hein, notamment quelle est la mobilité de l'anguille en fonction des cycles nictéméraux, des cycles tidaux, etc. Est-ce qu'elle a des moments dans l'année ou à certaines phases où elle va avoir des comportements exploratoires plus marqués. Et plus finement, en fait, on va avoir donc à la fois des informations sur la mobilité des individus dans le système, mais aussi sur les conditions environnementales qu'elle va pouvoir rencontrer, donc en termes de niveau d'eau, de manœuvres de vannes, donc là avec des liens directs avec la gestion, mais indirectement aussi de l'influence de la température, etc. Et on va pouvoir mettre en lien justement le comportement des anguilles avec ces variables environnementales. L'idée derrière ça, c'est bien d'arriver à apporter des éléments pour pouvoir accompagner en fait la gestion de ces réseaux de fossés, de ces réseaux de marées en faveur de l'anguille pour sa période de croissance. Donc on va pouvoir identifier notamment tout ce qui est période clé dans l'utilisation de ces habitats, des périodes clés au cours desquelles il devrait y avoir une nécessité de restauration de la continuité écologique, ou encore identifier des points limites de favorabilité. Hein. Est-ce qu'en dessous d'un certain niveau d'eau, on a de l'échappement d'anguilles? Est-ce que le milieu devient défavorable pour les poissons? L'idée, c'est d'observer un petit peu ces différents points limites qui puissent derrière fournir des clés pour la gestion de cette espèce dans les milieux latéraux. Merci Niels. J'ouvre les questions. Moment question de la part de la salle. Vous avez des questions concernant ce qui était dit? Il y en a plusieurs. Merci. Moi, j'avais une question à Niels. Du coup, par rapport aux anguilles, est-ce que nous, on étudie dans le projet, par exemple, Everest, on va étudier les vasières, la restauration, les fonctionnalités écologiques de vasières par rapport aux biofilms, de microphytoplancton et tout ça. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Et quel est l'habitat, en fait, optimum pour les anguilles? Est-ce que ces types de vasières peuvent être favorables ou pas? Ça peut être des milieux sur lesquels on va les retrouver. Justement, ça sera aussi un petit peu la question du premier volet. Hein. L'idée, là, je ne l'ai pas présenté ici, mais l'idée du premier volet, ça serait
un échantillonnage assez exhaustif des différents types d'habitats qu'on peut retrouver, à la fois sur le gradient longitudinal, donc le long du gradient salin, mais aussi du gradient latéral. Donc on va aller échantillonner sur des vasières, sur des filandres, également sur des fossés, sur des mares, ou mettre à profit des données existantes aussi sur des affluents. Et l'idée, c'est bien d'avoir cette approche comparative entre les habitats pour pouvoir identifier quelles sont les zones qui potentiellement sont les plus favorables pour la croissance, et puis derrière aussi pour la construction des réserves énergétiques de l'individu, quoi. Mais potentiellement, il y a peut-être des ponts à faire justement en termes de lien entre productivité des milieux et caractéristiques justement des poissons sur lesquels on va les capturer. Ouais. Moi, j'avais une question sur le concept des prairies temporaires. Donc, si j'ai bien compris, c'est en changement avec de l'agriculture. Et est-ce qu'il y a des règles de jeu pour l'agriculture en application de phytosanitaires, etc. Est-ce que c'est considéré? Alors, ce qui a été discuté avec les agriculteurs qui vont participer, c'est qu'ils soient en agriculture de conservation, donc réduction en fait du travail du sol et des intrants, mais autorisation de fumier au moment de la mise en culture. Ok, merci. Moi, j'ai une question sur les indicateurs, car vous évoquez les oiseaux, les batraciens, mais donc je me demande si on ne néglige pas, une fois de plus, les insectes et les micro-organismes du sol, faute de gens qui soient vraiment pointus sur la question. Mais est-ce qu'on ne se prive pas d'informations qui sont là vraiment pertinentes, car on s'aperçoit là où on peut du lien entre fleurs, végétaux, etc., pollinisateurs, etc. Bon, et tout cela, ça donne par ailleurs des informations qui sont extrêmement importantes et intéressantes. Donc, voilà. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, surtout que vous parlez à un pédologue, donc tout ce qui est faune du sol, ça va être pris en compte. En fait, là, j'ai cité en fait les principaux groupes qui ont été évoqués, mais on a évoqué ça en fait avec Cosenaglo, parce qu'il y a des plans de gestion en fait qui vont être mis en place pour la zone. Là, je maîtrise pas tout encore, donc en fait, il y aura discussion probablement avec les bureaux d'études, qu'est-ce qu'ils vont suivre exactement, à quelle échéance, comment ils vont suivre, pour qu'on puisse compléter éventuellement par les groupes qui manqueraient. Mais vous avez tout à fait raison, sans doute, ça sera la faune du sol. Donc nous, on pourra regarder dans notre labo, on a les compétences pour le faire. Après, il faut que j'intéresse avec Estelle, qu'on intéresse les collègues. Mais normalement, oui, ça pourrait être fait. Après, c'est un problème vraiment de transfert d'échelle, parce que la zone que nous, on prospecte, en fait, c'est vraiment quelques parcelles par rapport à toute la zone qui est concernée, en fait, par la compensation. Donc, ouais. Juste un petit complément d'Arnaud, qui s'occupe à l'Adréal de ces dossiers. Merci Manuel. Arnaud Diarra, chargé de mission du coup à l'Adréal Normandie. J'ai la chance de collaborer avec le monde scientifique sur ce dossier de Port-Jérôme. Alors oui, Monsieur Barbet, c'est prévu d'étudier la faune du sol. Donc ces protocoles ne sont pas complètement définis, mais en gros c'est les vers de terre et puis ces types de micro-organismes qui représentent la richesse biologique du sol. Voilà. Je n'ai pas envie de me tromper parce que ce n'est pas moi qui vais le faire directement. Et simplement aussi quelques précisions sur le contexte de cette expérimentation. Il n'y a pas de règle qui est proposée ou de doctrine qui dirait aujourd'hui que sur une mesure compensatoire, on peut faire de la culture. Le but, c'est justement d'essayer d'étudier ces possibilités. Parce que comme on l'a vu ce matin, il y a beaucoup de pression foncière sur l'estuaire. Et finalement, autant pour les aménagements que pour les choses qui nous intéressent en mesure de restauration, le monde agricole est impacté. Et du coup, une demande de leur part exprimée à plein d'occasions, et notamment dans le cadre du projet Repère, c'était d'avancer sur ces questions-là, puisqu'ils sont persuadés qu'il y a des possibilités de mener à la fois des cultures et d'avoir des objectifs écologiques. Donc là, on a eu l'occasion, dans le cadre de ces mesures compensatoires, de lancer un projet en ce sens-là. C'est bien une expérimentation. Pour répondre à, je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'intervenante, mais à la dame qui a posé la question, les conditions d'entrée, c'est effectivement 0 intrant.
des techniques avec très peu de labour. Et l'idée là, c'est d'avoir un roulement prairie avec ce type de culture, de voir ce que ça donne côté fonctionnement écologique, de voir aussi ce que ça donne côté agronomique. Et si jamais les deux réponses sont favorables, voilà, là on pourra imaginer des opportunités pour faire une combinaison des deux. Mais si jamais c'était pas favorable, notamment sur le côté écologique, on n'aurait pas de suite à donner sur des mesures compensatoires qui accepteraient de la culture, des mesures compensatoires de restauration de prairies humides qui accepteraient de la culture. Voilà. Oui, moi j'aimerais, Romain Tramat du Lésu, j'aimerais revenir sur les anguilles. Et je me demandais si vous avez prévu d'investiguer les réseaux d'assainissement. Parce que je pense en particulier au Cailly, où j'ai pu assister à Malonnet à un curage de réseau de la part de Suez, et ça grouillait de civelles là-dedans. Et dans les filets anti-macrodéchets qui sont installés à l'exutoire des réseaux, on retrouve aussi des anguilles. Alors parfois elles sont vivantes, on peut les rejeter, et parfois c'est trop tard. Ouais, pour l'instant, en fait, le design d'échantillonnage n'a pas encore été défini. Et l'idée, là, c'est vraiment, comme je le disais il y a 2 minutes, de ventiler relativement large, donc de reprendre un petit peu toute la structure du réseau hydrographique. Et tout ce qui est réseau d'assainissement, en fait, c'est vrai qu'on s'est posé la question et possiblement, ça vaut peut-être le coup d'aller mettre 2-3 points de prélèvement justement sur ces milieux-là, de manière à avoir aussi des éléments de comparaison avec des structures un petit peu plus anthropiques. Donc pourquoi pas. Mais je pense que ça, c'est une réflexion qui sera menée au lancement du projet, justement, pour définir quels sont réellement les habitats et leur diversité qu'on va pouvoir investiguer, quoi. Il reste le temps pour une dernière intervention, c'est pour Clémence. Merci Nicolas. Moi j'ai une question pour les données de prairies. C'était pour savoir d'où venaient les informations de gestion, pâturée, permanente, temporaire, etc. Et savoir si elles étaient open source. Non, elles viennent simplement de discussion sur le terrain en fait, avec les agriculteurs et la connaissance qu'avec Océanaglo en fait, de ce qui s'est fait dans les prairies. Mais c'est même pour nous, hein, c'est une information qui n'est pas simple à avoir. Et du coup, est-ce qu'on pourrait la récupérer? Ah oui, il n'y a pas de souci, oui. Pour une dernière question, il y a quelqu'un qui... Oui, sur la problématique de l'anguille européenne. Est-ce qu'il est prévu de mesurer ou de détecter les anguilles en amont du barrage de Pose? Il se trouve que les anguilles dans l'estuaire de la Seine, une grande partie est résidente ou résidente dans les affluents, ou potentiellement résidente en fonction des ouvertures latérales, mais une grosse partie du stock qui migre, qui remonte, va vers des affluents qui se situent en amont de ce barrage. Donc, moi, il me paraît indispensable d'avoir une image des anguilles qui ne font que passer dans l'estuaire et qui vont vers les affluents amont de ce barrage. Oui, non, c'est sûr que si on regarde le stock d'anguilles à l'échelle du bassin de la Seine, on n'a pas forcément une très bonne idée de ce qui est présent sur la zone estuarienne. Et c'est bien là le souci, c'est qu'en fait, on a un flou de l'utilisation des habitats latéraux sur l'estuaire, vraiment au niveau de la zone estuarienne. Et c'est pour ça qu'en fait, du coup, le point focal sera mis sur la zone vraiment tidale. Donc, il n'est pas prévu d'aller dans le projet en amont de Pose. Par contre, il y a des suivis qui sont mis en place, notamment sur l'estuaire de Pose, par ces normigres qui permettent d'évaluer un petit peu les remontées de civelles au droit de l'ouvrage et qui nous donnent une idée, en tout cas, des abondances qui peuvent remonter sur ce site-là. Mais malheureusement, oui, on ne pourra pas échantillonner sur l'ensemble du linéaire, donc on se focalise essentiellement sur les habitats latéraux de la partie estuarienne. La dernière petite.
Donc mon intervention, elle porte essentiellement en fait sur le projet qui a été présenté au niveau de Port-Jérôme, en compensation en fait des projets industriels qui sont en cours. Donc c'est-à-dire il y a 4 sites qui concernent en fait le futur projet Eastman, Futero, ainsi que celui qui est en cours d'usine de production d'hydrogène air liquide. Et j'oublie le 4e. Est-ce que cela ne nous renvoie pas encore un peu à ce que Alex Romana a dit, la tyrannie des petits projets, en sachant qu'en fait la zone qui a été indiquée est une zone qui est déjà assez, on va dire, préservée, puisque majoritairement c'est des terrains qui sont déjà en prairie. Et ensuite j'interroge aussi sur la question en fait de la connexion avec la Seine, parce que ce secteur-là va se retrouver globalement assez déconnecté par rapport au fleuve, puisque juste devant la zone qui a été pointée, en fait, il n'y aura plus que des sites soit industriels, soit d'entreposage. Merci. Oui, on est derrière en fait la partie qui concerne le site expérimental qu'on monte est derrière en fait ce qui est prévu comme nouveau aménagement en extension, effectivement. Par contre, après, là, moi, je vous dirais, oui. Par contre, sur la zone qu'on a, on a quand même beaucoup de systèmes en fait cultivés en maïs. Hein. Il y a une bonne partie. On n'est pas sur les terrains. On prend en fait des terrains qui étaient en prairie permanente, fauchés, pâturés justement comme témoins. C'est aussi l'intérêt de cette zone-là. Et justement, le questionnement que vous posez, on l'a avec le GIP. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je reconnais que c'est un petit projet. Et l'idée qui est derrière, c'est de fournir, alors surtout pour des données peut-être plus, parce que je pense qu'en diversité, en fait, par exemple, végétale, on a déjà pas mal d'informations, mais il faut suivre après la dynamique sur le court terme. Et tous les projets de restauration, souvent, on manque on va dire d'écosystèmes objectifs en fait à atteindre. Et là, le gros avantage, c'est qu'on peut en plus combiner au niveau scientifique l'intérêt si on parle de la fonction de stockage, on pourra suivre en fait une dynamique et mettre en fait des vitesses. Puisqu'on est quand même dans des zones au niveau sol et stockage de carbone qui sont déjà très riches en stock, hein, et les stocks qu'on a sont très importants, par rapport à d'autres cultures qui tournent plutôt en France aux alentours intensifs, qui tournent de 50 tonnes hectares. Les prairies hors zone humide, c'est plutôt 80 hectares. Là, déjà, en système maïs, on est largement au-dessus de ça, donc il y a déjà un stock qui est à préserver. Alors après, il y a plein de questionnements, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pour ça que nous, on a été sollicités pour avoir en fait des réponses quantifiées en fait à tout ça. Après, nous, on doit apporter des réponses quantifiées avec des chiffres. Après, il y a une prise de décision qui se fait par les voies classiques de consensus, et est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, etc. Mais là, à l'heure actuelle, on manque de verrous sur les aspects notamment stockage de carbone ou capacité de nitrification ou retour d'une biodiversité. Est-ce que c'est celle qu'on veut, pas celle qu'on veut? Est-ce qu'elle est intéressante? Donc, moi, mon rôle de scientifique, il est de le tester en mettant en place en fait un dispositif en termes d'échantillonnage qui sera le plus convaincant possible pour tout le monde, qui ne devra pas être mis en cause. Et après, les résultats sont fournis, et après, on décide de ce qu'on fait. Mais ça reste quand même sur de la restauration, ça va être un projet de 3 ans. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi on est en discussion un petit peu là-dessus avec le GIP et puis l'Adréal, qui sont comment on fait pour suivre aussi ces projets-là sur le long terme, ne serait-ce que pour nous, hein, mais moi je pense qu'à moi, là, enfin, je m'entends, en termes de financement, parce qu'un projet de restauration sur 3 ans, quand on sait à l'heure actuelle en restauration qu'on ne retrouve jamais les écosystèmes qu'on veut, et on sait que... Alors on retrouve très vite la composition végétale, par exemple, puisque moi j'ai travaillé sur d'autres systèmes totalement différents qui sont la steppe de l'Accro, donc là c'est un système très sec. On retrouve assez rapidement la composition floristique si les flux d'espèces sont... on n'a jamais la structure, donc pour la structure, par exemple dans ces prairies-là, il faut absolument réintroduire du pâturage ou de la fosse qui va guider. Donc il y a tout ça. Or là, sur le premier temps, le dispositif expérimental, les prairies vont être remis les cultures vont être remises en prairie au printemps prochain. Donc, si le financement est concrétisé, si en fait on a les ressources humaines pour faire le travail qu'on est en train de planifier, il y aura 1 an de suivi, 2 ans de suivi. Donc l'intérêt, c'est pour ça aussi que dans le projet qui a été présenté, il y a cette idée d'aller plus loin en prenant en fait un réseau de parcelles de prairies permanentes sur l'intégralité pour faire aussi un état zéro sur un certain nombre d'indicateurs.
pour justement pouvoir guider aussi ces travaux de restauration, parce que oui, il y a une tyrannie de la petite restauration, mais là on essaie de jouer un petit peu sur les deux échelles, et quand on voit le projet là, très intéressant qui a été présenté en fait avant, là on commence à avoir des cartographies à l'échelle de... La grande difficulté en écologie scientifique, a toujours, et pour d'autres disciplines, hein, c'est en fait comment on passe d'une échelle à l'autre. Donc quand on regarde les petites échelles, on voit des choses assez précises au niveau quantification, mais quand on essaye d'aller plus loin à l'échelle de l'estuaire, moi je suis incapable de répondre au stockage pour l'instant de carbone à l'échelle de l'estuaire, alors que des projets comme ceux qui viennent nous être présentés, on aura au moins une idée. Et donc voilà, c'est en fait le principe, c'est de partir d'un non a priori, mais comment le scientifique, il peut... Parce que là, moi, vous me demandez, je sais parfaitement... alors je parierais pas ma chemise, mais presque, que la prairie permanente va mieux marcher en stockage de carbone que la prairie temporaire. Hein. Après, le compromis va être, est-ce qu'on veut une prairie performante en termes de stockage de carbone? Il n'y a pas besoin de cette étude-là, on le sait, il faut remettre de la prairie permanente. Par contre, est-ce qu'on veut maintenir une activité agricole en cadrant certaines pratiques, puisque là, on est sur l'agriculture de conservation, alors après, on peut discuter effectivement de ça. Et c'est tout à fait ce qu'évoquait en fait Manuel tout à l'heure. Il y a un compromis, mais là c'est pas à nous de le... Voilà, nous on peut apporter des éléments quantifiés pour le débat, mais c'est pas à nous de décider en finale de ce qui sera le mieux. Merci à tous. Alors merci aux intervenants, merci à vous pour les échanges. Pour juste rebondir peut-être sur ces derniers échanges. Voilà, en fait, la composante temps, c'est une composante qui est essentielle, hein, on l'a bien compris. Il y a un changement effectivement d'échelle spatiale à prendre en considération. Ça, c'est quelque chose aussi d'important, mais la composante, l'échelle temps est effectivement une composante à ne pas oublier. Et plus on aura de recul et de retour d'expérience, et je pense plus on aura de matière à opposer peut-être nos voix, enfin en tous les cas à poser nos voix pour s'élever contre certains aménagements.